Allez-y, installez-vous confortablement, tranquillement. Je ne sais pas s'il reste encore du monde dehors ou pas. Non. Finissez d'entrer, comme on dit en limousin. Ouais, c'est ce que m'a dit Henri, ouais. Shabbat. Ah bon? Non, je sais pas, moi je... D'accord. Ah, il manquait le chien, oui, effectivement. Bon, je crois qu'on est à peu près au complet, là. Bon. Bah, je sais pas s'il faut que je me présente. Bon, je vais le faire quand même. Hein, donc, je suis Eric Molodov, vice-président de l'association La Courtine 1917. Et petit-fils donc de Michel Molodov, soldat du corps expéditionnaire russe. Je salue d'ailleurs Claudine Simati, Ivanov, petite fille donc de Sergei Ivanov, qui était aussi soldat de la première brigade et qui est parmi nous aujourd'hui. Donc ça fait 2 descendants. Pas mal. Hein, bon. Donc, alors difficile de passer après les artistes, hein, mais le moins que je peux faire, c'est d'éviter de chanter, donc je vais vous épargner ça. Donc là, on va bosser un peu, on va passer sur la phase débat. Donc vous l'aurez compris qu'au cœur de toutes ces histoires, et du corps expéditionnaire russe, évidemment, c'est la question du pacifisme, qui est au cœur de toutes ces histoires. D'ailleurs, je remercie Loïc pour la liaison sur l'actualité. Donc la question, effectivement, du pacifisme s'est toujours posée, et c'est d'une acuité actuelle très forte, évidemment, par rapport à la situation internationale. On va pas revenir sur ces détails, mais on sent qu'effectivement c'est une question fondamentale qui se pose, et qui risque de se poser, et se pose effectivement à l'Est, mais peut-être se posera, hélas, pour nos propres enfants, petits-enfants, on ne sait pas comment ça va tourner cette histoire. Bref, il était important en tout cas, à un moment donné, de se poser sur ces questions du pacifisme, et peut-être des pacifismes, avec un S, et qui mieux pour en parler finalement, les militants, les associations pacifistes qui œuvrent autour de ces questions. Donc on a invité il y a 7 intervenants en tout, qui vont s'exprimer donc sur à peu près un format de 8 minutes chacun, hein, pour présenter un petit peu leur action. Et puis entre deux interventions, on laissera un petit temps pour des questions éventuellement, pour un embryon de débat. J'ai bien un embryon parce qu'on n'aura pas le temps de trop s'étendre, mais il y aura quand même une place pour le public pour éventuellement un échange si vous avez des questions. Voilà. Donc je ferai la présentation des intervenants au fur et à mesure. À côté de moi déjà donc Henri Bachet, qui est donc responsable du comité départemental de la Corrèze pour le mouvement de la paix. Et donc je te laisse la parole, tu es le premier à ouvrir le bal, Henri. Merci beaucoup. Donc je vais intervenir sur un texte qui a été écrit il y a quelques mois, au moment où on a commencé à réfléchir sur cette journée et sur le débat. Donc c'est un texte qui reflète principalement une histoire du pacifisme, et j'y ai mis quelques touches personnelles ou quelques touches qui reflètent les positions du mouvement de la paix, mais il se veut assez large pour introduire le débat. Donc historiquement, à partir du 19e siècle, le pacifisme a pris une visibilité plus importante. Par exemple, avec la création de la Croix-Rouge par Henri Dunant, qui contribue à accompagner des conflits de plus en plus criminels, compte tenu de la dangerosité des armes utilisées. Pour limiter les conflits, les pacifistes d'alors, tels Bertha von Stettner, recommandent un règlement pacifique des conflits entre les États
par l'arbitrage, ce qui aboutit à la création de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, qui existe toujours. En parallèle, les socialistes de la Deuxième Internationale tirent le bilan du conflit franco-allemand de 1870-1871, qui a sonné le glas de l'Association internationale des travailleurs et de la Commune de Paris. Donc avec la montée, fin du 19e siècle, début du 20e, la montée des crises du militarisme et du nationalisme, pour les travailleurs et leurs syndicats, l'arrêt du travail par la grève des deux côtés de la frontière doit empêcher de poursuivre la guerre impérialiste. L'idée est séduisante, mais se heurte à la mise en place de l'Union sacrée en 1914, c'est-à-dire à la non-tenue des engagements des responsables syndicaux et politiques pour tomber dans la collaboration la plus crasse avec le gouvernement de la Première Guerre mondiale. Donc l'arrivée au pouvoir des conseils ouvriers soviétiques en Russie va remettre le pacifisme en première ligne avec l'exigence de l'arrêt de la guerre de la part de la population insurgée, ce qui amène au décret numéro 1 du gouvernement soviétique en après novembre 1917, qui est le décret sur la paix. Donc ce volet-là de l'intervention en Union soviétique sur la paix, c'est la mise en œuvre de ce qu'on va appeler le pacifisme politique. Politique dans le sens où il se place en opposition avec la guerre impérialiste. En parallèle, les horreurs de la guerre vont créer un vrai traumatisme chez les anciens combattants et leurs familles, avec la volonté des peuples de refuser une nouvelle guerre. Cela à tout prix. Donc ça a donné la non-intervention en Espagne ou les accords de Munich. Donc c'est un pacifisme, ça, assez basique. C'est la paix pour la paix. Donc ce qu'il ne faut pas confondre, ce pacifisme des peuples qui avaient souffert de la guerre, ce qu'on va appeler, ce que j'appelle avec mes mots le pacifisme basique, avec le pacifisme intégral, qui est un pacifisme déployé par les antimilitaristes intégraux, c'est-à-dire ceux qui défendent l'objection de conscience. Donc on a en fait trois blocs. On a un pacifisme politique, plutôt marqué politiquement, un pacifisme basique des peuples qui refusent la guerre, et un pacifisme intégral qui lui est contre les armes, contre les guerres et contre les armées. Donc avant-guerre, on a en matière de paix, alors avant-guerre c'est avant celle de 1939-1945, c'est la période entre les deux guerres. On continue à avoir la mise en œuvre d'arbitrage et des traités, puisqu'on a la Société des Nations, et des traités importants en matière de paix qui sont les traités de Locarno, le pacte Briand-Kellogg. Et donc cette période des années 1920 peut laisser penser en fait qu'on va arriver à un monde sans guerre. Bon, alors après il y a les prémices de la Deuxième Guerre mondiale, guerre d'Espagne, expansionnisme nazi et expansionnisme japonais. Et donc tout ça divise profondément les deux tendances de pacifisme. Alors, la Deuxième Guerre mondiale rebat les cartes, et en schématisant, là je caricature à l'excès parce que c'est pas une thèse sur le pacifisme, donc j'ai fait très court. Les prises de position des uns et des autres, en caricaturant, pourraient laisser penser que les pacifistes intégraux, ceux qui voulaient absolument éviter la guerre, ce pacifisme basique, se sont ralliés à Pétain, par souci d'éviter la poursuite de la guerre. Il y a eu des pacifistes sincères qui refusaient en fait, disaient stop la guerre. Donc finalement, Pétain a proposé l'armistice, donc c'est mieux que par rapport à ce que la guerre continue. Et on aurait eu dans le même temps des pacifistes politiques qui seraient entrés dans la résistance, c'est-à-dire cette question de la résistance armée est une constante en fait dans le mouvement pacifiste. Doit-on accepter la résistance armée sous prétexte de mettre fin à une guerre? C'est une question qui existe encore aujourd'hui. Donc néanmoins, après la guerre, le pacifisme intégral, celui qu'on appelle le pacifisme bélan, est complètement effacé par le pacifisme politique. Alors avec notamment la création de l'Organisation des Nations Unies, dont la charte évoque
le premier article de la charte commence par « Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre ». Donc on est vraiment sur l'idée que les peuples peuvent agir, intervenir pour éviter les guerres en utilisant les États qui sont en fait les délégués des peuples devant l'Organisation des Nations Unies. Au niveau politique, on s'est dit on a trouvé un outil miracle qui est l'Organisation des Nations Unies. Donc j'ai sauté une page. Donc c'est là. Donc le règlement pacifique des conflits après la guerre de 1939-1945 doit être assuré par l'ONU sur mandat des peuples du monde. Donc cette base qui est établie en 1945 va placer les mouvements pacifistes en première ligne et donner un âge d'or à leur essor. Donc fondé par d'anciens résistants après la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement pacifiste mondial, le Conseil mondial de la paix, va prendre son essor, que ce soit contre l'arme atomique, dans le cadre des guerres de décolonisation. Et c'est là que je parlais de la résistance armée, c'est que souvent les mouvements pacifistes politiques ont soutenu les luttes armées de décolonisation. Bon, les luttes armées de décolonisation ne sont pas faites sans éviter des guerres, voilà. Donc c'était la question que je vous soulevais avant, entre le pacifisme intégral et le pacifisme politique, qui est une question compliquée. Donc le pacifisme politique, pendant 40 ans, une quarantaine d'années, va rayonner, va peser sur les orientations de l'ONU et va être mis en avant. Donc par contre, à partir des années 1970, le droit international se voit adjoindre une forte composante humanitaire. Cette composante va justifier des ingérences humanitaires liées à des famines, des catastrophes, puis des ingérences militaires en Irak ou en Somalie, avec ou sans l'appui de l'ONU, comme en ex-Yougoslavie. Donc la question en fait de ce droit humanitaire, c'est qu'il va justifier des ingérences dans certains pays. Donc la question toujours c'est du curseur, jusqu'où on va. Donc aujourd'hui, le pacifisme intégral est très minoritaire, le pacifisme politique est également très affaibli, notamment du fait des défaillances de l'ONU. Le droit d'ingérence a été complètement dévoyé contre les États et leurs peuples, puisque par principe, si on reprend la charte de l'ONU, chaque État ou chaque peuple doit s'administrer librement sans ingérence, sous des prétextes humanitaires, en passant par l'ONU ou même en s'en passant via des organisations illégales comme l'OTAN. Dans l'esprit des populations occidentales, ou du moins de leurs dirigeants, c'est un pacifisme aujourd'hui opportuniste qui prévaut. Alors, bon, le terme il est de moi, opportuniste, je suis pas, spécialiste du domaine non plus, donc j'ai trouvé ces expressions pour expliquer. C'est le pacifisme opportuniste, c'est un interventionnisme forcené, quoi. En fait, je vais citer l'Ukraine, puisqu'on a deux États ou deux blocs qui s'affrontent sur un État via de l'interventionnisme. Voilà, donc par exemple, on nous dit aujourd'hui, j'avais cité cet exemple du pacifisme opportuniste, c'est que on va nous dire en Ukraine, on met des sanctions contre l'État agresseur, on dit il faut envoyer des armes, voilà. Mais par contre, en Israël, je ne prends pas position en fait. Moi, je regarde juste le droit international, voilà. Donc le droit international, il dit qu'Israël ne respecte pas des résolutions de l'ONU. On devrait se dire, ben, c'est un peu comme l'Ukraine et la Russie, on va aider celui qui a agressé, quoi. Mais là, non. Voilà. Donc ce pacifisme opportuniste, j'avais cet exemple que moi j'ai vécu, c'était le conflit ukrainien. Lors du conflit ukrainien, on a eu des rassemblements pacifistes qui demandaient l'envoi d'armes. Je l'ai vu ça, les rassemblements pacifistes pour envoyer des armes rassemblaient beaucoup plus de monde, de l'ordre de 1 à 10, en 2022, que les rassemblements demandant une solution pacifique sous l'égide de l'ONU.
Donc on est... Aujourd'hui, tout le monde est un peu perdu dans la situation. On est quasiment, aujourd'hui, dans certaines situations, sur du pacifisme confusionniste. Donc, les questions, j'ai pas de réponse, j'ai plus des questions. C'est face aux dangers actuels pour la planète, guerre, climat, quel pacifisme pour demain? De quel type et comment le développer? Quel règlement pacifique des conflits? Quelle gouvernance mondiale? Tout ça avec des points d'interrogation. Et donc la proposition quand même qu'on fait, c'est une proposition pour le pacifisme politique, c'est la culture de paix. La culture de paix, ou la culture de la paix, elle est définie par les Nations Unies. C'est un ensemble de valeurs, d'attitudes, de comportements et de modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les États. Alors, c'était un des principes du pacifisme politique qui a été concrétisé dans une charte de 1966 de l'ONU, c'est de dire en gros, pour éviter les guerres, amenons-l'eau, donnons aux gens qui sont aujourd'hui dans des sites souvent, je vais dire assez souvent, les guerres elles sont causées d'abord par de la misère. Donc d'abord aidons à régler la misère, et on va voir qu'il y aura vraisemblablement moins de conflits. Voilà. Donc la culture de la paix, c'est un ensemble de valeurs, et cette année, c'est la culture de la paix qui sera le thème de la Journée internationale de la paix. Donc le 21 septembre. Donc aujourd'hui, le pacifisme, peut-être celui qui doit prédominer, c'est un pacifisme basé sur cette culture de la paix, quoi, à construire entre les individus de la planète. J'ai fini. Merci Rémi, bravo pour cette précision. Repasser 100 ans d'histoire, quand même, c'est pas rien en quelques minutes. Second intervenant est une intervenante. C'est Jeanne-Marie Reynaud, du Mouvement de la Paix de la Creuse. Je vous donne le micro, Jeanne-Marie. Installez-vous tranquillement. Donc, je suis Jeanne-Marie Reynaud du comité de la Creuse du Mouvement de la Paix. C'est un comité qui s'appuie sur 130 adhérents en 2023. Le Mouvement de la Paix national, bon, historiquement, Henri vient de le présenter, il s'est créé à la fin, en 1948, après la tuerie de la guerre de 14-18 et après les bombardements américains atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Donc, c'était pour ne plus reproduire ces horreurs. L'organisation du mouvement national est pyramidale. Il est basé sur les comités départementaux. C'est la base, c'est la solidité. Et ces comités départementaux envoient des délégués au Conseil national qui élit un bureau. Le bureau désigne un secrétariat. La partie administrative, Henri le dira peut-être, est très réduite parce qu'on n'a pas de salariés. On a peut-être deux salariés, on n'a pas d'argent parce que les mécènes n'investissent pas beaucoup dans la paix. Donc, défendre la cause de la paix attire peu les dons, les legs et autres. Donc on a une petite trésorerie qui nous pose beaucoup de problèmes. Donc au niveau des responsabilités nationales, le mouvement national coordonne l'activité des comités départementaux, notamment en faisant circuler l'information et en organisant des séquences de formation. Il intervient au niveau national et au niveau international. Depuis 2017, on est reconnu avec le statut consultatif au Conseil économique et social de l'ONU. Alors au niveau du comité de la Creuse, donc nos objectifs, dénoncer la propagande de guerre, je le dis en désordre, dénoncer la propagande de guerre,
alerter notamment maintenant sur l'impact planétaire de la guerre. C'est une partie de la responsabilité humaine qui est cachée, qui est masquée et qui est pourtant d'une actualité grave. La planète n'en peut plus. La planète est en mal de paix. Bon, donc dénoncer les discours de guerre, démasquer les profiteurs de guerre, bon, décrypter les mécanismes qui préparent à la guerre, donner au plus grand nombre les moyens de comprendre. Nos mobilisations, de toute façon, nous fonctionnons sur une trésorerie uniquement les cotisations. Donc on fait des communiqués de presse, on prend la parole toutes les fois qu'on peut la prendre et on diffuse un journal interne. La base politique de notre engagement pacifiste, il pourrait s'appuyer sur la formule « comprendre la guerre pour construire la paix ». Cette mobilisation militante nécessite une formation interne, il faut qu'on se forme bien. Comprendre la guerre est relativement facile. En ce moment, à partir de lundi, il y a donc le salon mondial de l'armement Eurosatory à Villepinte. Il suffit d'aller sur le site d'Eurosatory, on comprend toute la guerre. Les profiteurs de guerre sont aux anges en ce moment. Donc ça commence lundi et ça finit vendredi. Démonstration de matériel, c'est un peu les arts ménagers, mais pour l'armement. Donc c'est absolument insupportable, hein. Enfin pour moi, pour nous. Voilà, c'est ça, c'est le salon, voilà. Donc, alors ça c'est l'actualité. Comprendre la guerre par Eurosatory, ça suffit, on n'en parle pas par contre. Dans les médias, on ne va pas en entendre parler. Maintenant, si on lit Erasme, le plaidoyer pour la paix, écrit en 1516. On peut lire Micromégas, Voltaire, écrit en 1752. On comprend la guerre, hein, on comprend la guerre. On lit Giono, les écrits pacifistes de Giono, qui lui, à 20 ans, a vécu la guerre, était sur le front. Il a vécu l'horreur à 20 ans. Il est devenu pacifiste mais complet. L'arme, bon, il a écrit des choses sur la guerre qui permettent de comprendre et qui sont respectables. Bon, l'idée de la guerre est relativement claire. Construire la paix, c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus compliqué. Parce que si on fait abstraction du discours incantatoire, on veut la paix, tout le monde veut la paix, hein, mais ça relève de... Bon, mais si on veut la paix, une paix politique, une paix solide, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fin de compte, il faut lutter, résister à ce discours qui veut que les guerres ne soient inéluctables. Une guerre n'est pas inéluctable. Mais on nous met dans la tête que les guerres sont inéluctables. Dès qu'il est admis que les guerres ne sont pas inéluctables, on entre dans la voie pacifiste. Et alors là, le chemin est compliqué. Cette voie pacifiste est tracée assez clairement par Frédéric de Clercq, qui, dans son discours d'admission, quand il a eu le prix Nobel de la paix en 1993 avec Mandela, a écrit un texte qui définit la paix. Bon, je n'en prends qu'une partie. La paix est aussi un cadre. C'est un cadre composé de règles, de lois, d'accords et de conventions, un cadre qui fournit des mécanismes pour la résolution pacifique des inévitables conflits d'intérêts entre les pays, les communautés, les partis et les individus. C'est un cadre dans lequel les processus irrésistibles et dynamiques du développement social, économique et politique peuvent être réglés et adaptés. Bon, donc, quand on prend cette voie, pour avancer dans cette voie, un texte a été signé qui définit le droit international, c'est la Charte des Nations Unies. Il a été signé par 50 États à San Francisco en 1945. Ils ont créé l'organisation chargée de mettre ce cadre juridique en application. Ils ont créé l'Organisation des Nations Unies. On a l'outil
pour avancer dans la voie pacifiste. Le préambule de la charte, comme Henri l'a dit, commence en ces termes. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, et ça se continue, avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ce dessein. Là où régnait antérieurement le rapport de force, maintenant il existe un texte de loi qui interdit la guerre. Aucun pays n'a le droit d'avoir de force militaire, sauf pour se défendre. Donc, sur son territoire et dans ses eaux territoriales, la paix ne peut être assurée au peuple que si chacun est le seul maître chez lui, sans aucune ingérence, même de l'ONU, dans ses affaires. Ce texte existe, mais n'est pas connu. Il devrait être inscrit dans les programmes d'enseignement, depuis l'école primaire. Or, personne n'en entend parler. Le peuple, nous, pour exercer notre pouvoir citoyen, on doit connaître la charte des Nations Unies qui établit le droit international. Mais ça, on nous le cache. On nous le cache parce qu'on veut toujours nous dire la guerre est inéluctable, il faut qu'on y aille. Si on remet si on s'en remet au texte de Giono qui dit « La guerre n'est jamais voulue par les peuples, elle est toujours subie. Il n'y a pas de peuple guerrier, il n'y a que des gouvernements guerriers. Il nous est permis de penser que la charte est tenue dans un secret coupable. Il nous faut sortir la charte du placard, la faire connaître. Les citoyens doivent se l'approprier pour enfin faire entendre leur volonté de vivre en paix. Il nous faut éclairer les gens pour qu'ils soient capables de dire non, non à la guerre. » Et je terminerai par cette citation de Giono. « Quand on n'a pas assez de courage pour être pacifiste, on est guerrier. » Merci Anne-Marie. Bravo, vous avez respecté le temps presque à la seconde près. Vous avez respecté le temps à la seconde près presque. Vous avez réussi à dire beaucoup de choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on a nos deux intervenants, donc on peut ouvrir maintenant une petite séquence questions. Ce ne sera pas trop long parce qu'il faut qu'on respecte un petit peu les temps. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, j'avais une question qui s'adresse plus particulièrement à Henri. Sur quoi peut-on se baser pour dire que l'OTAN est une organisation illégale? Sur quel texte? On va se baser sur la Charte des Nations Unies, qui interdit les organisations régionales militaires. Donc déjà l'Atlantique Nord, on ne sait pas trop de quelle région il s'agit, et l'Atlantique Nord aujourd'hui va jusque dans l'Est de l'Europe, donc bon, ça c'est un peu de l'humour. Mais en fait l'ONU interdit les organisations armées régionales. Donc elle est dans son article 6, si je ne dis pas de bêtises, de la charte. Donc en fait ça a été documenté par Roland Weil, qui était membre du mouvement de la paix et qui a fait une analyse sur l'illégalité en droit international. Alors après c'est toujours pareil, c'est du droit international et on peut pas aller devant... on pourrait le tenter, aller devant un juge en attaquant le budget de la France en disant vous affectez des sommes pour l'OTAN, or vis-à-vis du droit international c'est illégal. Je suis pas sûr qu'au final voilà, ça passe, mais c'est illégal. Ouais. Merci. La charte de l'ONU, elle a 100, je ne sais plus combien d'articles, 124, je ne sais plus. L'OTAN, je ne sais pas si on a 10. De toute façon, la charte engage les États de la planète, l'OTAN n'engage que ceux qui ont signé et à géométrie variable. Je t'enverrai la référence exacte de l'article qui explique que ce type d'organisation est interdit. Et l'OTAN a été créée, si je ne dis pas de bêtises, avant le pacte. Micro. Ouais. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que l'OTAN a été créée avant le pacte de Varsovie. Tu vois. Et donc depuis que le premier but de l'OTAN était de se défendre contre le bloc de l'Est. À partir du moment où il n'y a plus de bloc de l'Est, voilà. Enfin,
Maintenant, on va dire que maintenant la Russie c'est le bloc de l'Est, mais bon, entre 1990 et 2024, voilà. On passe à une autre intervention. Oui. Bon. Donc, écoutez, je vais vous inviter à quitter la scène, hein, malheureusement.